Le 11 mai 1996, un retard d'avion sur l'Everest a coûté la vie à un chef d'expédition. Quelques années plus tard, un autre homme allait descendre en snowboard un couloir de l'Everest. Pourtant, rien ne vous prépare au destin de l'homme qui a tenté d'atteindre le sommet à 8 reprises. Aujourd'hui, je parlerai du destin tragique de 3 hommes ayant gravi l'Everest mais morts de façon traumatisante. Quand vous croyez avoir entendu le pire, le suivant vous glace le dos. Bienvenue dans l'extrême. Le 21 mai 2018 était un dimanche comme les autres, pour beaucoup, mais Nobukazu Kuriki avait des projets plus ambitieux. C'est-à-dire réaliser son rêve de toujours d'atteindre le sommet de l'Everest. Il faut comprendre la détermination qu'il y a mise. 6 ans plus tôt, Nobukazu avait tenté d'atteindre le sommet de l'Everest, mais il n'en est ressorti qu'avec un seul doigt. Il a passé 2 jours dans une crevasse à 8230 mètres d'altitude, à seulement 618 mètres du sommet final. Après avoir perdu 9 doigts à cause des engelures, on pourrait penser que Nobukazu abandonnerait. Mais voyez-vous, ce n'était ni sa première ni sa deuxième tentative. Il avait tenté d'atteindre le sommet 7 fois, et cette 8e fois, il était armé d'une expérience acquise sur plusieurs années. Nobukazu, alpiniste japonais chevronné, était surtout célèbre pour ses ascensions en solo, notamment du mont Everest. Contrairement à beaucoup d'alpinistes, il préférait grimper en automne malgré le danger, car la montagne était alors plus sûre. Nobukazu aimait cela car il pouvait presque avoir le sommet pour lui seul. Il prétendait grimper uniquement pour la paix, mais non seulement il grimpait généralement en automne, il tentait aussi souvent des itinéraires difficiles, y compris l'arête ouest et le Hornbeam Couloir qui sont rarement escaladés. Nobukazu refusait aussi l'oxygène supplémentaire lors de la plupart de ses tentatives, rendant ses expéditions très éprouvantes physiquement et mentalement. Mais cette fois, quelque chose différait. Il est allé à l'Everest au printemps, mais son équipe trouvait sa passion effrayante et le suppliait de rester en arrière. Mais Nobukazu leur a donné sa parole qu'il ferait demi-tour dès qu'il remarquerait quelque chose d'anormal et qu'il resterait en contact avec eux. Alors, Nobukazu a commencé son voyage habituel ce dimanche matin. Sauf que cette fois-ci, il documentait son périple sur Facebook. Il est allé jusqu'au-delà du camp 1 et était en route vers le camp 2 lorsqu'il a remarqué que le temps changeait. Nobukazu n'était pas étranger aux conditions météorologiques extrêmes de l'Everest. Après tout, toutes ses tentatives précédentes s'étaient terminées à cause du froid extrême et des vents violents. Mais Nobukazu était aussi la définition même d'un battant. En 2015, il fut le premier à tenter l'ascension de l'Everest après le séisme ayant tué 19 personnes et blessé 61 au camp de base. Cet accident est enregistré comme le plus meurtrier de toute l'histoire de l'Everest. Nobukazu était resté impassible et a poursuivi son ascension, tandis que la communauté des alpinistes se remettait encore. Alors, lorsqu'il a remarqué la baisse de température, il n'a pas été perturbé, il a continué déterminé à atteindre le sommet du monde. Cependant, la température n'a cessé de baisser et le courage de Nobukazu a commencé à faiblir lui aussi. Alors il a fait demi-tour et a entamé la descente, un petit détour dans ce train du chaos. Si vous souhaitez faire partie de la communauté extrême, obtenez un accès anticipé à nos vidéos et à des sondages exclusifs. Rejoignez-nous sur Patreon. Qu'est-ce qui a exactement poussé Nobukazu à commencer sa descente ? Peut-être lui manquait-il les membres pour continuer à monter. Si les choses tournaient mal malgré tout, à quoi pourrait s'accrocher un seul doigt ? Si la glace continuait à se former, il ne pouvait pas utiliser de piolet pour sortir. Peut-être sentant qu'il tombait malade, était-il descendu chercher une grotte pour se reposer avant de continuer. Le froid mordant et l'air raréfié rendaient chaque respiration difficile, presque comme une noyade. Pourtant, il a résisté, espérant que le prochain lever de soleil lui donnerait de la force. Sa dernière publication sur Facebook disait « Je ressens la douleur et la difficulté de cette montagne ». Cette publication a attiré l'attention de son équipe au camp de base. Au début, ils ont regardé d'en bas pour voir si sa lampe frontale était allumée. Quand ils ont constaté qu'elle ne l'était plus, la panique a gagné. Ils ont également essayé de communiquer avec lui par radio, mais tous les efforts se sont révélés impossibles. Alors, le lendemain matin, lundi, ils ont commencé à le chercher. Et très vite, son corps a été découvert au camp 2 à environ 1400 mètres plus bas. Le plus grand rêve de sa vie. La cause officielle de sa mort serait le mal d'altitude et les engelures. Nobukazu a probablement remarqué qu'il commençait à manquer d'oxygène ou même à vomir. Alors en commençant à redescendre, la basse température a fait échouer ses capacités de coordination.
Ainsi, Nobukazu est tombé vers la mort. Lors de sa dernière tentative, je pense que Nobukazu a eu un destin terrible, échouant constamment et n'atteignant jamais le sommet du monde. Mais si vous trouvez cette histoire horrible, attendez d'entendre ce qui est arrivé à Rob Hall en 1996. Rob Hall est un nom populaire aujourd'hui parce que son histoire a été présentée dans plusieurs films sur l'alpinisme. En 1990, Rob était populaire pour une autre raison. Je veux d'abord que vous compreniez ce que cela implique. Les 7 sommets. Les 7 sommets sont le nom donné aux plus hautes montagnes de chacun des 7 continents. La plupart des alpinistes qui relèvent ce défi commencent par les plus faciles. Ils commencent généralement par le mont Kasusko en Australie ou le Kilimandjaro en Afrique. Ils poursuivent envers les sommets les plus difficiles, comme le Denali en Amérique du Nord, la Concagua en Amérique du Sud et l'Elbrus en Europe, et en haut de la liste se trouvent les plus difficiles. Le Vinson en Antarctique et bien sûr l'Everest en Asie. Chaque montagne présente ses dangers, certaines sont assez hautes pour provoquer le mal d'altitude, d'autres sont glaciales et isolées. Ainsi, en cas de problème, l'aide pourrait ne jamais arriver. Même les plus faciles peuvent devenir mortels en cas d'erreur météo ou de défaillance physique. C'est pourquoi la plupart des gens prennent le temps de s'entraîner et de bien planifier. Ils en gravissent 1 ou 2 par an et parfois sur 5, 10, voire 15 ans avant de pouvoir compléter la liste entière. Richard Bass a été la première personne à gravir les 7 sommets, mais il l'a fait à son propre rythme, lentement et sûrement, jusqu'à ce qu'il remporte la course métaphorique en 1985. Alors, quand Rob a décidé de se lancer dans le projet des 7 sommets pour les terminer en 7 mois, cela semblait fou. Si vous pensez aussi que c'était trop de pression, gardez vos pensées, car Rob ne prévoyait pas seulement de terminer en 7 mois. Avec Gary, il comptait débuter par la montagne la plus difficile et finir par la moins effrayante. Rob a commencé le projet avec le sommet de l'Everest. En décembre de la même année, Rob avait atteint le dernier sommet. Accomplir cette mission a ouvert plusieurs opportunités à Rob et il a rapidement ouvert une entreprise de guide. Pendant les 6 années suivantes, la vie de Rob se passait très bien. Il était marié à l'amour de sa vie et un bébé était en route. Il avait déjà mené 39 alpinistes au sommet de l'Everest et guidé expédition après expédition vers le succès. La vie de Rob a changé le 10 mai 1996 lorsqu'il a guidé une équipe vers le sommet de l'Everest aux côtés de quelques autres guides. Doug Hansen était l'un de ses clients et c'était sa 2e chance d'atteindre le sommet après avoir échoué l'année précédente. Il a grimpé avec Rob mais il a manqué d'oxygène supplémentaire et a été forcé de faire demi-tour à seulement quelques centaines de mètres du sommet. Cela lui a brisé le cœur ainsi qu'à Rob. Alors, quand il est revenu après avoir utilisé toutes ses économies pour une dernière chance, Rob était stupéfait. Cela a sans doute rappelé à Rob sa persévérance, le poussant à accomplir le rêve de Doug. Quoi qu'il en soit, l'équipe a progressé régulièrement dans l'ascension, heure après heure, jusqu'à atteindre un endroit près du sommet appelé la marche Hillary. C'était l'une des dernières et des plus techniques sections de la voie normale vers le sommet de l'Everest. Cela ressemblait à une paroi rocheuse presque verticale, d'environ 12 mètres de haut, située entre une pente abrupte d'un côté et une énorme corniche de neige de l'autre. Une fois que vous avez grimpé, il reste 49 mètres jusqu'au sommet. Mais pour grimper, il fallait escalader prudemment ou utiliser des cordes pour franchir la paroi. Imaginez maintenant essayer de grimper une telle paroi pendant que quelqu'un tente de descendre. Pour éviter les blessures, une seule personne est autorisée à monter ou descendre la marche Hillary à la fois. À cause de cela, il y a généralement des embouteillages. Et c'est ce qui a retenu Rob et son équipe. Alors qu'ils attendaient leur tour, le temps continuait de s'écouler et Rob savait qu'il faisait une erreur. Pour survivre sur l'Everest, il faut rebrousser chemin avant 14 heures. Quoi qu'il arrive, si vous n'êtes pas déjà en train de redescendre à cette heure-là, vous risquez de marcher dans l'obscurité, l'épuisement, les tempêtes et surtout de rester plus longtemps que vous ne le devriez. Dans la zone de la mort, votre corps manque d'oxygène et vous ne survivrez pas. Rob a accéléré mais Doug était toujours derrière. Rob l'a regardé lutter contre le temps et l'altitude. Il n'a pas pu dire « c'est fini, fais demi-tour ». Je me demande pourquoi Rob a privilégié ses sentiments pour Doug plutôt que leur sécurité commune. Était-ce parce que Doug avait une seconde chance d'atteindre le sommet? Ce jour-là, Rob a enfreint sa règle, même s'il a atteint le sommet à 14 heures. Il a attendu Doug jusqu'à 16h30. Quand Doug a atteint le sommet, cela a dû sembler irréel. C'était un moment qu'il avait imaginé 1 million de fois avant d'être
enfin au sommet du monde. Tout cela grâce à Rob. Rob, quant à lui, était soulagé et surtout prêt à rentrer chez lui. Mais lorsqu'ils se sont retournés pour redescendre, le temps avait déjà changé. La visibilité diminuait et pire, la température chutait. Et puis le pire est arrivé, Doug s'est effondré. Nul ne sait avec certitude ce qui est arrivé à son corps, si c'était l'altitude, le froid ou l'engourdissement, après avoir atteint un objectif de toute une vie. Tout ce que nous savons, c'est que Rob a tout essayé pour ramener Doug, mais Doug a refusé. Rob a supplié, encouragé et poussé Doug, mais en vain. Maintenant, Rob avait le choix. Il pouvait laisser Doug là et essayer de se sauver, ou il pouvait rester. Rob a fait un choix auquel vous ne vous attendiez pas. Il a choisi de rester. C'était peut-être par responsabilité envers ses clients ou par culpabilité d'avoir entraîné Doug malgré le danger. Peut-être bien. Sans oxygène, sans nourriture ni chaleur, tous les deux étaient de piégés près du sommet dans une tempête mortelle sans aucun moyen de redescendre. Rob a appelé à l'aide par radio, mais personne ne pouvait le rejoindre. Nous sommes heureux d'entendre ta voix. Est-ce que ton oxygène fonctionne maintenant? C'est bon, prépare-le pour le parc des artefacts et commence à le déplacer. Allons-y. La tempête était trop forte et ils étaient trop hauts. Au fil des heures, Rob savait que la fin était proche et ce qu'il fit ensuite fit arrêter le monde de tourner. Il utilisa la maigre force qui lui restait pour passer un dernier appel radio. Mais cette fois, il s'adressait à sa femme, pas à son équipe. Jeanne Arnold, de retour en Nouvelle-Zélande et enceinte de leur fille. Rob et Jeanne étaient bien plus qu'un couple marié. Ils étaient partenaires d'escalade et avaient déjà gravi des sommets ensemble, avant même d'atteindre le mont Denali. Jeanne était censée participer à l'ascension de l'Everest aussi, mais cette fois, elle est restée en arrière à cause de sa grossesse. Mais quand Rob l'a appelée à la radio depuis la zone de la mort, elle a senti qu'ils ne grimperaient plus ensemble. Sa voix s'est brisée sous l'effet du froid et de l'altitude, mais il est resté étrangement calme. Au lieu de cela, il lui a dit qu'il était à l'aise et qu'il ne souffrait pas. Il a dit « Dors bien, ma chérie. S'il te plaît, ne t'inquiète pas trop. » Rob savait qu'il ne survivrait pas à la nuit, alors il a pris la décision finale de nommer leur fille à naître Sarah. Jeanne est restée en ligne, incapable de faire autre chose que d'écouter son mari s'éteindre lentement dans le silence. La radio est restée ouverte longtemps, le grésillement remplissant l'espace où la voix de Rob avait été. Cette conversation a été enregistrée par la station de base néo-zélandaise et demeure à ce jour l'un des enregistrements audio les plus poignants de l'Everest. Il m'a dit lors de la dernière communication de ne pas trop m'inquiéter pour lui. Cela prouvait que, même face à la mort, Rob Hall pensait d'abord à ses proches. Le matin du 11 mai, des Sherpas ont aperçu Rob encore en vie, mais incapable de bouger. Il est mort plus tard ce jour-là, seul, à 8748 mètres d'altitude à seulement quelques centaines de mètres du sommet. Il avait souvent vaincu, mais cette fois, épuisé et les membres gelés, il était irrécupérable. La cause officielle du décès a été indiquée comme étant l'exposition et l'hypoxie, une combinaison mortelle de froid et de manque d'oxygène. Mais ces mots, aussi cliniques qu'ils puissent paraître, ne reflètent pas vraiment ce qui lui est réellement arrivé. Eh bien, Rob est mort gelé lentement. Rob a enduré une tempête de neige glaciale sans tente ni bouteille d'oxygène. Ses doigts et orteils étaient sans doute noircis par les engelures. Et pendant tout ce temps, il a attendu à côté d'un ami qui ne se réveillerait jamais. Pour moi, l'histoire de Rob est l'une des plus bouleversantes, voire la plus humaine de notre liste. Rob a sacrifié énormément pour mettre les rêves d'autrui avant sa survie. Même dans l'un des lieux les plus dangereux au monde, il a gardé son humanité. Mais aussi puissante que soit l'histoire de Rob, la prochaine histoire va vous choquer. Notre dernier alpiniste n'est pas simplement mort. En fait, vous n'allez pas croire ce qui lui est arrivé. On passe du mal au pire. Contrairement à la plupart des alpinistes, Marco Sefredi n'est pas venu à l'Everest pour atteindre le sommet, mais pour le descendre en snowboard. Laissez-moi vous expliquer. Vous voyez, Marco n'était pas un alpiniste ou un snowboarder typique, il était un mélange sauvage des deux. En 2001, il a été le premier à descendre l'Everest en snowboard, empruntant le couloir Norton après avoir atteint le sommet par le versant nord. C'était une descente sauvage et dangereuse de près de 3000 mètres sur une seule planche. Même si son corps le suppliait d'arrêter, Marco a continué jusqu'à atteindre le camp de base et est devenu une légende. Cependant, il a dû partager sa récompense avec quelqu'un ayant accompli le même exploit que Marco pendant un certain temps.
Juste un jour auparavant, Marco n'était pas encore satisfait. Il avait toujours rêvé de descendre le couloir Hornbein en snowboard et c'est pour cela qu'il est revenu en 2002. Le couloir Hornbein est très différent du couloir Norton. C'est une gorge quasi verticale qui entaille le haut de la face ouest de l'Everest, près de l'arête ouest. Pour imaginer le couloir Hornbein, imaginez-vous dans une tombe étroite et verticale, la glace se refermant au-dessus et en dessous. Cette guerre froide n'était pas seulement étroite, mais aussi extrêmement raide. En fait, c'est l'une des voies les plus dangereuses et les moins tentées de la montagne pour l'escalade, sans parler du snowboard. Mais Marco croyait que c'était son destin. Il a quitté sa maison à Chamonix en juillet 2002, mais quelque chose d'étrange s'est produit pour la première fois. Marco a oublié d'emporter la petite croix en bois qui avait toujours fait partie de ses rituels d'escalade. C'était peut-être une simple coïncidence ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, Marco a continué. Il a pris l'avion pour Katmandou et s'est enregistré à l'hôtel Tibet. C'est là qu'il a rencontré les Sherpas Pourbapa Nuru et Daten Singh qui allaient l'aider à atteindre le sommet. Ils sont partis le 10 août en direction du nord vers le Tibet. Marco a passé une nuit à Kedari à la frontière népalo-tibétaine puis est passé par Nialam jusqu'au camp de base. L'Everest était presque désert en raison des conditions instables et du départ des alpinistes pour l'année. Mais rien de cela n'allait arrêter Marco. Avec 2 Sherpas, des cordes, une caméra et un snowboard, Marco arrive prêt à devenir une légende. Mais avant d'atteindre le sommet, quelque chose semblait ne pas aller. L'ambiance n'était pas très bonne au début et elle a continué à empirer. Les vents étaient étranges et il n'y avait pas que la météo qui se détraquait. Les Sherpas ont remarqué que Marco changeait aussi. Il était lent et silencieux alors qu'il luttait contre des maux de tête dus à l'altitude. Il le suppliait de revenir l'an prochain, mais Marco voulait finir ce qu'il avait commencé. Après 12h30 d'ascension, ils ont finalement atteint le sommet. L'un des Sherpas de son équipe, Purba, a fait une petite danse. « Sommet, sommet » s'est-il exclamé, mais Freddy a répondu « Fatigué, fatigué, trop de neige, trop d'escalade ». Le voyage a été éprouvant pour Marco, dont la dernière ascension a duré environ 4 heures. À leur arrivée au sommet, Marco s'est assis et a mangé quelque chose là-haut. Il s'est reposé 1 heure au sommet, plus longtemps que conseillé. C'était comme s'il absorbait tous les instants menant à sa disparition, ou alors il était simplement trop fatigué quand il s'est enfin levé et a attaché sa planche. Ces Sherpas rangèrent le camp, 3, mais chacun d'eux a vu ce qu'il pensait être. Un homme se levant et glissant silencieusement sur la montagne, sur le North Col, juste au-dessus du camp de base avancé. Puis, il est descendu dans le couloir Hornbein et a disparu dans la ravine depuis l'endroit où se tenaient les Sherpas. Marco avait traversé le couloir Hornbein, cependant, ce serait la dernière fois que quelqu'un verrait Marco. Comme aucune trace de son passage n'a été trouvée au col Nord à leur arrivée, une équipe de recherche a été organisée. Le retrouver vivant était presque impossible, mais au moins ses restes pourraient apporter un peu de réconfort à sa famille. Mais le temps n'a fait qu'empirer et la neige a tout recouvert. Finalement, les recherches ont été abandonnées et à ce jour, Marco reste introuvable. Son histoire me bouleverse par la jeunesse et la passion de Marco, surtout après la perte de son frère Pierre Sefredi lors d'une expédition en solo à Chamonix. Il devait probablement ressentir qu'il avait un héritage à faire vivre. Après tout, Pierre était son héros, et c'est lui qui lui avait tout appris sur la neige et la montagne. Même si son frère aîné était mort en montagne, Marco était toujours déterminé à faire partie de l'histoire de la montagne. Malheureusement, quand on se souvient de lui aujourd'hui, on ne se rappelle que du gars qui a fait du snowboard dans le vide. Ce qui rend la mort de Marco Sefredi si troublante, ce n'est pas seulement qu'il a disparu sur le mont Everest, c'est que tout dans ses derniers instants semblait mener à un dernier acte silencieux d'abandon. Ce n'était pas un amateur imprudent, il n'était pas trop sûr de lui. Il était probablement le meilleur snowboarder extrême de sa génération et il avait refusé une route plus sûre et plus facile parce qu'elle ne le mettait pas assez au défi. Et pourtant, lors de cette dernière descente dans le couloir Hornbein, Marco a disparu à jamais. Pourquoi un jeune de 23 ans risquerait-il tout pour descendre en snowboard une ligne de neige inédite ? Il était entré dans l'histoire sur le couloir Norton en 2001, ce qui aurait dû suffire à tout le monde. Mais pour Marco, le Hornbein était le rêve, le véritable Everest, la ligne pure. Il avait attendu 1 an, s'était entraîné avec passion et avait planifié chaque détail.
Pourtant, alors qu'il se tenait au sommet en 2002 et remarquait que les conditions commençaient déjà à changer, il a continué à s'attacher. Qu'est-ce qu'il poursuivait qui ne pouvait pas attendre un jour de plus ? Peut-être que la réponse se trouve dans ce que Marco a laissé derrière lui. À Chamonix, il avait une tradition. Il emportait toujours une petite croix avec lui. Il croyait à ce porte-bonheur mais l'a oublié. S'il était rentré, cela n'aurait rien changé, mais il ne l'a pas fait. Certains diront que c'était de la superstition ou un présage, car oublier la croix n'était peut-être pas un simple accident. Et si une partie de Marco avait déjà accepté que ce serait peut-être la dernière descente qu'il ferait, il n'a pas précisé à ses Sherpas son itinéraire ni communiqué par radio. Marco a simplement disparu dans la guerre froide, comme quelqu'un qui s'avance dans le vide, les yeux grands ouverts. Se pourrait-il qu'il ait trop manqué à son frère ? J'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires. Ce qui rend ces trois histoires si glaçantes, ce n'est pas seulement la mort de ces hommes sur l'Everest, mais aussi la profonde dimension personnelle de leur motivation. Nobukazu revenait sans cesse. Peu importe combien il perdait de doigts, ascension après ascension, il a continué à se battre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à donner. Robal avait toutes les raisons de faire demi-tour. Mais à ce moment-là, aider quelqu'un d'autre à réaliser son rêve comptait plus que de se sauver lui-même et Marco. Il avait déjà marqué l'histoire. Pourtant, ce n'était pas suffisant, il a continué à essayer de suivre la ligne que personne d'autre n'osait jusqu'à ce qu'il disparaisse dedans. Ces trois hommes n'étaient pas imprudents, seulement passionnés, déterminés et en quelque sorte préparés. Mais sur l'Everest, même ton expérience peut devenir un piège. Voici quelques-uns des destins les plus horribles jamais enregistrés sur cette montagne. Ils ne sont pas morts sur le coup, mais se sont éteints lentement, dans la douleur ou discrètement. Et si cela ne vous donne pas des frissons dans le dos, je ne sais pas ce qui pourrait le faire, faites-le moi savoir. Laquelle de ces histoires vous a le plus bouleversé ? Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.